Entre le 7 et le 8 octobre, c'est cette espèce de tremblement de terre en Israël. Chacun cherche son enfant, sa sœur, son frère. Quand il s'agit de votre père, bien sûr que vous espérez. C'est quasiment une obligation. Il y a quelque chose de profondément brisé et en cela, le Hamas a détruit la cause palestinienne, quelque part. Ces discours-là politiques ont produit des effets. En 1999, par exemple, on comptait 82 actes antisémites en France. Aujourd'hui, on a dépassé le cap des 1000. Ça dit à quel point le 7 octobre est aussi un événement français, pas seulement un événement israélien. Cette jeune fille, 12 ans, de Courbevoie, qui a été violée parce qu'elle était juive, le camp de la paix va être compliqué à reconstruire. Bonjour Rachel Binas, bienvenue sur FP+. Merci. Alors nous vous invitons aujourd'hui dans le cadre de la parution de votre ouvrage « Victimes françaises du Hamas, leur histoire, notre silence » aux éditions de l'Observatoire. Alors, vous, c'est les 1 an après les attaques terroristes du Hamas du 7 octobre 2023. Effectivement, c'est un élément dans cette histoire qui n'est pas véritablement abordé, c'est-à-dire le sort des otages, et en particulier français. Comment vous est venue l'idée de vouloir raconter un peu leur histoire? Parce qu'il y a différents portraits, on va y venir, dans l'ouvrage. C'est le sort, en effet, des otages et plus largement des victimes qui, selon moi, a été assez invisibilisé en France, mais pas seulement, pour plusieurs raisons. On aura l'occasion de les développer. Mais pour venir à votre question initiale, on va dire qu'il y a 2 choses qui ont motivé le fait de prendre la plume pour ce livre. La première, c'est donc cette invisibilisation, cette discrétion dans les médias, surtout si on compare à d'autres, par exemple, d'autres prises d'otages qui, eux, avaient été beaucoup plus médiatisées. C'est-à-dire cette espèce que je sentais être une espèce de gêne dans le milieu politique, médiatique, culturel. Et puis, c'est aussi une manière pour moi de me pencher sur des ressortissants français. Parce qu'ils ont souvent été présentés par certains, notamment des gens, on va dire, plutôt anti-israéliens, anti-sionistes, dits pro-palestiniens, comme des gens qui, de toute façon, n'avaient aucun lien avec la France, avaient fait un choix drastique. Comme si on ne pouvait pas avoir de passeport, du moins quand on est israélien ou quand on est juif. Et en fait, je me suis rendu compte que leurs histoires familiales est extrêmement riche et leur lien avec la France n'est pas simplement symbolique. C'est une véritable relation qu'ils ont avec ce pays, bien que leur histoire parfois ait été tumultueuse. Alors justement, effectivement, vous incitez aussi sur les noms des 2 otages restants franco-israéliens qui sont devenus français durant l'année dernière, enfin depuis les attaques, parce qu'ils n'étaient qu'israéliens. En fait, c'est particulier. Ils sont mariés à des Françaises. Voilà, ils n'avaient pas fait la démarche. Ils n'avaient jamais fait la démarche. Et en effet, le président Emmanuel Macron a octroyé, c'est un droit qui est le sien, qui est possible, la nationalité française, a reconnu qu'ils étaient français par décret présidentiel. C'est une manière, en fait, pour la République de reconnaître ses enfants. Ils n'avaient pas fait les démarches. On peut comprendre que quand on est dans la bande de Gaza, c'est compliqué. En fait, l'idée aussi, je pense, d'Emmanuel Macron, c'était aussi de peser un peu sur les négociations et de tenter de les sortir de cet enfer. C'est ce que vous dites dans le livre. D'ailleurs, on va donner leur nom. Ouad Yahalomi et Ofer Calderon. Alors, c'est vrai que vous incitez. Alors, les noms des victimes, généralement, même pour le Bataclan, d'autres drames, on les connaît pas forcément. Mais en revanche, quand il y a des otages, qu'ils soient médiatisés ou non, surtout quand il y en a que 2, si je peux dire, on devrait, dans la rue, on demande à des passants, ça sort instinctivement. Là, c'est pas du tout le cas. Je pense qu'on peut demander on prend 100 personnes dans la rue, en sortant du studio. Je pense que très peu de gens pourraient donner les noms de ces 2 otages. Comment vous pouvez l'expliquer, en fait? Comment on peut expliquer un peu cette invisibilisation des victimes et surtout des 2 otages restants sur les 48 victimes? Enfin, parce qu'il y a 48 victimes françaises assassinées et voilà, les 2 otages restants dans la bande de Gaza. C'est leur nom, en effet, qui est gommé quelque part, et c'est aussi le chiffre. Là, on parle des 2, mais je pense, enfin, c'est pas que je pense, je me souviens au début de mon enquête quand je posais la question autour de moi et même à des journalistes, combien il y a d'otages, pas forcément le nom, simplement combien il y a d'otages ressortissants français. Rares étaient les journalistes qui pouvaient me donner le chiffre et qui étaient en plus assez faibles. À l'époque, ils étaient 3. Le franco-mexicain Orion Hernandez Radu, lui, a été retrouvé mort
à Gaza en mai dernier. Il en reste bien 2, vous l'avez dit, 2 pères de famille, 49 et 53 ans, hein, des habitants du kibboutz, pour lequel on n'a aucune nouvelle, hein, aucune preuve de vie. Comment je l'explique ? Alors, d'aucuns me diront qu'il y a la proximité, ou du moins la non-proximité, la question de la géographie qui s'impose. Plus un otage ou plus une victime est loin géographiquement de nous, plus l'empathie est difficile à développer. Mais je compare avec des situations que l'on peut qualifier de similaires. Par exemple, Ingrid Betancourt, franco-colombienne, bien le fait qu'elle avait une nationalité colombienne, hein, des 2 côtés, hein, de son père et de sa mère, n'a pas été un frein. Peut-être que les plus jeunes ne s'en souviennent pas, mais son portrait était affiché partout. Le journal télévisé s'ouvrait avec elle. On a mis en place un compteur du nombre de jours. On se rend bien compte que pour ces otages-là, ce n'est pas du tout le cas. Alors, la proximité géographique ne peut pas tout expliquer. Il y a certainement, en tout cas c'est la thèse que je développe dans le livre, une espèce de gêne, parce que au fil des années, on a décidé que finalement, le juif, l'israélien, les 2 sont mêlés, ne pouvaient être que coupables d'exister. Hein. On a renoué avec un antisémitisme, on va dire qu'on peut faire remonter facilement au 19e siècle, et que s'il était oppresseur, s'il était génocidaire, s'il était colonisateur, finalement, il ne pouvait pas être victime. Parce que sinon, ça serait remettre en question tout le récit qu'on a de cette situation-là. Et donc, c'est un statut qu'on a refusé, je pense, plus ou moins consciemment de leur donner. Alors là, il y a une gêne, même une honte, presque, en fait, on pourrait dire ça. Alors, il y a des témoignages poignants dans le livre. Et en fait, on va aller dans le cœur aussi du sujet, c'est-à-dire que est-ce que cette double nationalité, elle a eu un impact dans les négociations ? De l'extérieur, on dirait non, instinctivement, et d'après vous, ça a pu peser au final ou... En tout cas, c'était l'espoir de toutes les familles. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'entre le 7 et le 8 octobre, hein, c'est cette espèce de tremblement de terre en Israël. Chacun cherche son enfant, sa sœur, son frère, son meilleur ami. Et il va, pour certains, s'écouler un laps de temps relativement long, 1 semaine, 10 jours, avant d'avoir des nouvelles. Au début, c'est la question de la disparition. Et qu'est-ce qu'on fait de cette disparition-là ? Il y a, on va dire, 2 hypothèses très vite. Alors, les premières heures, il y a l'hypothèse selon laquelle ils peuvent être cachés, parce que certains sont restés cachés très longtemps derrière des arbres dans un abri, n'osant pas sortir. Une fois, au bout de 24 heures, vous vous rendez compte au bout de 3 jours, vous dites les autorités, on a compris. Exactement. Et donc là, 2 pistes. Soit ils sont morts et on attend l'identification, soit ils ont été pris en otage. L'identification des corps et des restes a été extrêmement longue. Il faut comprendre que les corps étaient dans de tels états que des archéologues israéliens ont dû fouiller. Pour certains, je décris, on n'a retrouvé que quelques dents, par exemple. Et puis, certains avaient l'espoir presque funeste, hein, que leur enfant, leur frère, leur sœur soient otages à Gaza. Parce que derrière la notion d'otage, il y a celle de la vie, même si les vidéos qui circulaient étaient terribles, hein, mais il y a cette forme d'espoir ou d'espérance qui demeure. Et ils me racontaient tous, hein, eh bien on s'est dit que la double nationalité pouvait être une chance. Le gouvernement israélien était dépassé. On sait, certains me disent que la France entretient des rapports plus ou moins bons avec les pays arabes et que par ce biais-là, ils pourraient faire pression pour libérer nos proches. C'est là où on a l'impression qu'en fait, le problème est moins administratif, si je puis dire, c'est-à-dire la double nationalité, que politique, avec une diplomatie qui a été absente de l'extérieur, ou en tout cas peu efficace. Je n'irai pas jusque-là, parce que c'est pas parce qu'elle a été invisible, absente à nos yeux, qu'elle n'a pas agi en réalité. Il y a beaucoup de choses que je révèle qui n'ont pas été rendues publiques et que la France n'a pas souhaité aussi forcément, quand je dis la France, c'est l'État français, rendre public. Toujours est-il que les enfants, par exemple, de Ofer Calderon, ont été libérés, âgés de 12 ans et 16 ans, hein, pour la grande, ils ont été libérés et ce sont pas les seuls. Miachem a également été libéré. Alors là, il reste bien sûr ces 2 otages. La difficulté, hélas, qu'ils ont, c'est que ce sont des hommes et que aux yeux du Hamas, les hommes, la probabilité d'être libérés est beaucoup plus. C'est vrai qu'au moment où ils ont été libérés, c'était quand même dans le
lorsqu'Israël était très favorable à des accords avec, des échanges, voilà. Après, depuis, il y en a plus. Depuis maintenant, c'était novembre, il me semble, novembre 2023. Après, il y a eu l'opération armée israélienne qui en a extrait certains, mais c'est pas la suite d'un accord. C'est pas la suite d'un accord. Et puis là, la difficulté, c'est que je pense que le Hamas ne ment pas forcément quand il dit qu'il en a perdu. Parce que on le sait, il y a différents groupes, différentes fractions qui s'opposent, et les otages deviennent une monnaie d'échange précieuse que l'on vole, que l'on échange, donc en effet là ça devient très compliqué. Mais les dernières preuves de vie qu'on avait qui remontent vraiment montraient que notamment Ofer Calderon était dans un état extrêmement préoccupant. C'est-à-dire les familles n'ont plus trop d'espoir. Si, elles ont espoir. On n'a pas d'autre choix quand on est une famille et quand vous êtes dans cette situation-là. Quand il s'agit de votre père, bien sûr que vous espérez. C'est quasiment une obligation. Vous êtes forcé à l'optimisme parce qu'il s'agit de vos proches. Mais en tant qu'observateur, en tant que journaliste, si on prend du recul, on sait que, voilà, encore une fois, les hommes ne sont pas prioritaires dans les libérations. Au contraire, ils sont considérés comme des soldats. Et à ce titre, le destin qui leur est fait est très noir. Par rapport à ce qu'on savait après le 7 octobre et aujourd'hui, à partir des témoignages qui sont dans votre ouvrage, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui vous a percuté, on va dire, presque moralement, psychologiquement, je sais pas, dans ce que vous avez pu entendre de la part de ceux qui étaient concernés le 7 octobre? Il y a plusieurs choses. Donc déjà, j'ai rencontré ces familles-là, je suis allée chez elles, à leur domicile, dans leur foyer, dans une forme d'intimité, et vous vous rendez compte à quel point le temps est suspendu. C'est-à-dire que les questions qui se posent aujourd'hui en France, elles ne peuvent pas se poser pour ces victimes-là, ces proches-là. Vous pouvez pas leur demander alors quid de la solution à 2 États. Ces gens sont bloqués au 8 octobre. Tant que l'ensemble des otages ou des dépouilles ne sera pas revenu, vous vous rendez compte que le temps est suspendu, il ne se conjugue qu'au présent. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Ensuite, j'ai appris quand même, je savais un peu, mais pas à ce point-là, ce que la France, au sens de l'État français, avait fait pour eux. Et l'espèce d'émotion que ça avait procuré chez eux. Et puis leur histoire, parce que, encore une fois, leur histoire avec leur France, leur lien avec la France, des histoires absolument incroyables, très riches. C'est ça, dans chacune des histoires, des témoignages, il y a un lien avec la France. Qui est pas artificiel. Non, ils ont pu aller en Israël, retourner en Israël, et puis même certains sont revenus en France. C'était le cas, vous le dites, d'Eva. Alors Eva, c'est particulier. Eva, c'est la seule famille, elle, c'est particulier. Je décris ces gens qui ont fait leur alia. Oui, il y a plein de témoignages, on ne va pas tout révéler, effectivement, mais je trouvais que son cas était intéressant. Alors, ceux qui sont partis, qui ont fait leur alia, c'est-à-dire qui sont rendus en Israël, certains pour fuir, en fait, l'antisémitisme en France, pas forcément par choix. Oui. D'autres, en effet, pour des motifs, par exemple, religieux. Le cas d'Eva, c'est particulier. C'est la seule qui m'a demandé l'anonymat. La seule qui m'a demandé à être anonyme pour des raisons de sécurité. Elle, après le 7 octobre, a décidé de revenir en France. Elle, d'origine française, très classique, d'origine catholique, mariée à un Israélien, elle découvre Israël un peu par hasard, elle tombe amoureuse du kibboutz et de l'homme qui sera le père de son enfant, un Israélien qui ne parle pas du tout français. Et eux ont décidé, parce que traumatisés par Niroz, ce sont des survivants dans des conditions absolument incroyables, ils survivent, mais très difficile moralement de continuer à vivre dans ce pays-là, avec les sirènes, etc. Et ils font le choix, en effet, si on peut appeler ça un choix, de s'installer en France. Et elle, donc, c'est très particulier parce que très vite, on va lui conseiller de ne pas raconter son histoire à tout le monde, au motif que cela pourrait entraîner des paroles ou des actes antisémites. Et là, si vous voulez, vous vous demandez, quand vous entendez donc son récit très spontané, à quelle victime du Bataclan, à quelle victime de Nice, on explique que, attention, ne raconte pas ce qui s'est passé pour toi, l'acte terroriste auquel tu as échappé. Et ça dit beaucoup de la France. Ça dit à quel point le 7 octobre est aussi un événement français, pas seulement un événement israélien. Et puis, elle me confie, elle conseille à son fils, bien sûr, de ne pas parler hébreu
dans les transports en commun, par exemple. Avec son père, oui, effectivement. Avec son père, c'est ça, parce que c'est trop dangereux. Hein. Et elle m'explique aussi les effets qu'ont eu les discours, les propos de la France insoumise, du moins de certains représentants, sur elle et sur sa représentation. Et justement, il y a aussi la question du féminisme, parce que vous en parlez. D'ailleurs, on peut rapprocher ça aussi de ce qui se passe en France avec les OQTF. Alors, voilà, c'est-à-dire que certains féministes de gauche qui refusent d'évoquer certains viols, certaines violences sexuelles envers certaines femmes. Et là, c'est ce que vous dites. Vous dites, la femme juive, en fait, elle était considérée plus comme une femme, mais comme quelqu'un qui presque méritait ça. Alors, soit il y a eu des justifications, en effet, on a vu assez vite. Et en tout cas, on n'entendait pas du tout les féministes à ce sujet. Il y avait, alors, chez certains militants, il y avait l'idée que, de toute façon, je me souviens de ces messages disant, vous savez, cette scène que beaucoup ont vu, hein, certainement, de ces jeunes femmes à l'arrière de pick-up, ramenées à Gaza en sang, le pantalon ensanglanté, voire même tiré par les cheveux, on comprenait très bien ce qui s'était passé. Et je me souviens de certains retweetant, par exemple, en expliquant que de toute façon, c'était des membres de Tsahal. Alors, il s'agissait de civils. Bon, il se trouve qu'en effet, certains font l'armée, pas tout le monde en Israël, mais certains le font. Et surtout, même si ça avait été le cas, partons de cette idée-là, quand bien même elle serait fausse, à quel moment cela justifie des violences sexuelles aussi graves, aussi lourdes. Pour mon livre, j'ai eu à voir un certain nombre de photos qui n'ont pas forcément circulé en France, de mutilations. C'est au-delà de ce qu'on a raconté dans la presse. On a des rapports médicaux à l'appui, tout ça est très clair. Et en effet, on s'est rendu compte que on vous croit, le fameux on vous croit dont doivent pouvoir bénéficier apparemment les victimes ou les plaignantes d'actes de violence sexuelle, d'agression, mais il ne s'appliquait pas aux Israéliennes. Il ne s'appliquait pas à elle. Il y avait quelque chose qui dérangeait. Elle revenait encore une fois à remettre en question le récit qu'on avait au départ. Et finalement, c'était, et on l'entend encore aujourd'hui, un an après, c'était du pinkwashing, comme on dit. C'était une manière pour l'État hébreu, à travers ce qu'on appelait de la propagande, de se refaire une image. Et ces femmes-là n'étaient pas victimes, ou si elles l'étaient, de toute façon, quelque part... C'était des victimes coupables. Il y avait une inversion accusatoire. En effet, à partir du moment où beaucoup de voix pensent que le Hamas a fait ça comme un acte de résistance, on ne peut pas considérer ces femmes et ces hommes, parce qu'il y a des hommes qui ont été victimes de violences sexuelles comme des victimes. On ne peut pas les considérer telles quelles, puisque le Hamas est un groupe de résistance. On en reparlera assez rapidement. Et effectivement, il y a aussi un point intéressant, on le savait, mais c'est ceux qui vivaient dans les kibboutz. Alors c'est également le cas des Français, les Franco-Israéliens, étaient des pacifistes en fait. Ils croyaient à la paix, et ça c'est aussi perturbant de se dire. Ils le disent en plus, ils continuent de le penser, et dire on comprend pas, parce qu'il y a également le fait que nous, on était pour une paix à Gaza. On pensait que tout ça, on croyait en la paix en fait. Et comment aujourd'hui leur message, est-ce qu'il a changé, ou leur état d'esprit, comment ils sont aujourd'hui? Ils ont l'impression que, en réalité, leur illusion, ce qu'eux perçoivent en fait aujourd'hui comme une illusion, a été frappée de plein fouet et qu'ils l'ont payée au prix cher. C'est-à-dire que cette promesse qu'ils faisaient plus que formuler, qu'ils nourrissaient. Il faut savoir que ces habitants des kibboutz œuvraient pour les Gazaouis. Certains venaient travailler dans le kibboutz, ils avaient de bons rapports, ils en conduisaient à l'hôpital, par exemple, puisque plusieurs milliers de Gazaouis avaient des permis de travail et de circuler en Israël. Et là, il y a quelque chose qui s'écroule. Certains diront que finalement, ils ont conduit leur enfant à la mort. Parce que c'était l'idéal qu'ils avaient, c'était l'idéal auquel ils croyaient. N'oublions pas qu'avant que le Hamas arrive au pouvoir, certes par les urnes, mais ensuite en confisquant le pouvoir, avant qu'il arrive dans la bande de Gaza, et certains me le racontent, Galit notamment, mais ils allaient en vacances, ou ils sortaient, on va dire, en week-end à Gaza. On allait à la mer. On vivait en effet bon voisin. Ils étaient persuadés que ce schéma-là, ils allaient pouvoir le remettre à nouveau en place quelque part. On allait pouvoir vivre bon voisin. Et là, ils sont frappés de plein fouet, à la fois parce que ces miliciens du Hamas vont forcer la frontière et vont commettre les pires actes possibles, mais aussi, on le sait aujourd'hui, même si c'est un sujet qu'on a du mal à aborder,
il y avait donc des miliciens du Hamas et puis il y avait des Palestiniens, des Gazaouis qui ne sont pas directement affiliés au Hamas. Mais qui ont participé, aidé. Et qui ont participé, des femmes avec des enfants parfois, qui sont arrivées avec des pick-up, qui ont vidé l'appartement, je cite, des Juifs, qui ont commis des viols. Souvent, on les reconnaît, ils ont des couteaux. Ils n'ont pas forcément des kalachnikovs, mais des couteaux. Et ils ont commis ces actes-là. Et en effet, pour ces pacifistes, comme vous le notiez, ces Israéliens ou franco-israéliens, il y a quelque chose de profondément brisé. Et en cela, le Hamas a détruit la cause palestinienne, quelque part. Je ne dis pas qu'elle ne pourra pas se reconstruire, mais c'est un coup porté à cet espoir-là. Dans l'état d'esprit des Israéliens aujourd'hui, c'est difficile de se dire on peut vivre en paix. Là, comme je vous le disais, là, c'est difficile d'avoir un discours politique d'avenir et une projection solide, dans la mesure où, encore une fois, ils sont bloqués au 8 octobre. Oui, l'émotion est encore là. L'émotion est encore là, on est encore le 8. Mais le camp de la paix va être compliqué à reconstruire. Alors, en France, il y a quelque chose aussi que vous dites, et effectivement, LFI, la France Insoumise, et d'autres ont essayé de chauffer un peu à blanc ceux qui étaient pro-palestiniens. Étrangement, vous avez peut-être une explication, les banlieues ne se sont pas enflammées, il n'y a pas eu, à part les universités, mais les universités, ça peut être des fils de bourgeois, entre guillemets, des filles et des fils de bourgeois, mais dans les banlieues, il n'y a pas vraiment eu d'actes d'émeutes ou quoi, contrairement à ce qu'on a pu voir au Royaume-Uni d'ailleurs. En France, pas vraiment. C'est quelque chose qui m'a marqué. Qui peut étonner. Qui m'a étonné, et je me suis rendue en banlieue pour interroger non pas bien sûr l'ensemble des banlieues, mais une partie, parce qu'en effet on a vu une mobilisation très forte dans les universités, dans le milieu politique, mais avec des relais au sein des classes, on va dire ce qu'on appelle vulgairement les quartiers populaires, prendre assez peu quelque part. Alors il y a plusieurs explications à ça. Déjà, je pense que pour beaucoup, c'est quelque chose qui est un peu éloigné et quelque chose qui est artificiel. Cette espèce de solidarité comme ça de la cause palestinienne dans les milieux populaires, dans les milieux arabes, disons les termes, il y a quelque chose de surjoué. Il y a une formule qui dit que quelque part la cause palestinienne c'est l'aphrodisiaque des pays arabes. Là, il n'a pas pris. Déjà pour plusieurs raisons. Les gens que j'ai rencontrés me disaient que leur préoccupation première, c'était joindre les deux bouts, et c'est s'en sortir économiquement, socialement, c'était ça. C'était l'augmentation des prix de l'électricité. Le deuxième, c'est que pas mal d'élus locaux ont refusé aussi que leur propre population devienne par substitution les Israéliens ou les Palestiniens. Ils ont refusé d'importer, c'est le cas du maire de Sarcelles, d'importer ce conflit-là. Ensuite, il y a, je pense, les mosquées qui ont été assez peu, en fait, à demander des mobilisations très fortes ou appeler, ou même aucune n'a appelé à l'intifada pour reprendre le slogan de certains militants pro-Hamas. Donc, pourquoi aussi ? Parce que ces pays arabes n'ont pas forcément d'intérêt direct à soutenir cette cause-là. Quand vous regardez le nombre de réfugiés gazaouis, le nombre de réfugiés palestiniens dans les pays arabes, il n'est pas, je pense là au Maroc, à l'Algérie, à la Tunisie, pour faire vite, nos principaux pays d'immigrés, c'est assez faible, c'est pas énorme. Si vous voulez, la cause palestinienne, on l'utilise dans les discours. Quand il s'agit de passer à l'action, on se rend compte que souvent les actes sont un peu plus timides. Donc tout ça fait que, en effet, ça n'a pas forcément pris. Et puis des mères de famille qui me racontaient, j'aurais peur d'un débordement, peut-être qu'il vaut mieux que ça ne se fasse pas et qu'il n'y ait pas ce type de manifestation comme on peut le voir dans les universités. Mais alors je vais me faire l'avocat du diable. À partir du moment où il n'y a pas eu beaucoup d'actes, il y a eu une augmentation des actes antisémites, mais il n'y a pas eu une effervescence folle dans les banlieues, justement. Est-ce qu'on n'a pas surestimé la parole de certains politiques en se disant ils fracturent la société, etc. Alors pourtant ça n'a pas pris. Est-ce qu'on ne surestime pas un peu justement la force, l'ampleur du discours que peuvent tenir certains politiques, à gauche notamment, LFI en particulier? Alors déjà, et quand même regardons, LFI a fait des scores qu'on peut qualifier quand même d'élevés dans ces quartiers-là. Ceci dit,
ce sont des quartiers qui ont tendance de toute façon à voter plutôt à gauche. Il n'y a pas eu non plus une surmobilisation. Mais ce qui est certain, c'est que ces discours-là politiques que vous évoquez ont produit des effets. On produit des effets, et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de grande mobilisation ou d'émeutes, on va dire, qu'il n'y a pas des effets concrets et matériels. Le nombre d'actes antisémites a augmenté de 1000% entre le dernier trimestre 2022 et le dernier trimestre 2023. En 1999, par exemple, on comptait 82 actes antisémites en France. Aujourd'hui, on a dépassé le cap des 1000, et l'espoir de retrouver des niveaux d'antan 70, 80, 90, comme dans les années 90, est relativement faible. Et puis ces discours politiques ont pu avoir des actes, alors il y a tous ces actes antisémites du quotidien, ce qu'on a appelé l'antisémitisme d'atmosphère, l'invisibilisation des juifs sur laquelle on reviendra probablement, et puis il y a des effets bien plus graves et bien plus concrets. Pensons quand même à cette jeune fille, 12 ans, de Courbevoie, qui a été violée au nom de la Palestine, parce qu'elle était juive et parce qu'elle était donc supposée être anti-palestinienne. On lui a demandé à la fin, je me suis entretenue avec les avocats, on lui a demandé à la fin par exemple de se convertir. C'est des gamins de 12-13 ans qui lui ont fait subir ça. En ce sens, certains qualifieront ça pratiquement de pogrom individuel. On a reproduit ce qu'on a vu ou ce qu'on a entendu le 7 octobre à une échelle individuelle en France. Et ces actes-là quand même doivent nous interroger parce que les propos ne sont pas neutres, et en ce sens, c'est une atteinte à un universalisme. C'est-à-dire un antisémitisme de gauche que l'on pensait relégué aux marges, peut-être, marginalisé, finalement déplacé à l'extrême droite, mais n'appartenant plus à la gauche, qui aujourd'hui s'est exprimé, et ces politiques qui ont eu les propos, qui certains sont poursuivis d'ailleurs, eh bien leurs propos ont été quelque part considérés comme labellisés par le sceau des représentants politiques, par un parti politique. Tout ça a des effets, encore une fois, matériels. C'est pas simplement symbolique, c'est pas simplement des mots, c'est des actes derrière. Et la situation des Juifs dans un pays dit beaucoup de la santé de celui-ci. Alors eux disent, de toute façon, on n'a pas été condamné par la justice, on n'a pas tenu de propos antisémites. Villepin l'a encore répété récemment. Qu'avez-vous à leur répondre ? Enfin, qu'est-ce que leur répondent au final les gens que vous avez pu rencontrer? Est-ce qu'ils vous disent, au final, il y a une certaine gauche qui a mis un peu de l'huile sur le feu? Comment ils peuvent dire, ils ont tenu des propos antisémites, mais eux disent non, on n'a pas été condamnés par la justice? Ça, oui, n'ont pas été condamnés. Il y a des plaintes en cours. Ensuite, vous savez, l'antisémitisme, c'est particulier. Ça rentre dans des espèces de niches. C'est sournois, et peut-être que beaucoup ont du mal à le définir, mais ils le reconnaissent quand ils le voient. Encore une fois, le parquet a été saisi, on verra. Toujours est-il que les familles, en tout cas les proches que j'ai rencontrés plus largement, quand vous vous entretenez avec des Français juifs, ils vous disent à quel point ces propos les ont plus que heurtés, scandalisés. Ils vous disent aussi que alors ça c'est quelque chose qui revenait aussi, si le RN avait tenu ce genre de discours, ça les renvoie à ça les renvoie à Jean-Marie Le Pen, eh bien on aurait peut-être demandé la dissolution de la France insoumise. C'est quelque chose qui revient souvent. Je ne dis pas que je l'appelle de mes vœux, mais c'est quelque chose qu'on entend vraiment et qui prend des proportions importantes. Et puis, vous évoquiez le cas d'Eva tout à l'heure, c'est ainsi que je l'appelle dans le livre. Je pense qu'on peut là en parler. Elle m'explique notamment que quand elle est revenue en France et quand elle a entendu ces paroles-là, eh bien à un moment, elle s'est mise à douter. Elle s'est mise à douter de son propre statut de victime au moment du 7. Je pense pas que le statut de victime soit quelque chose qui vous poursuive toute votre vie, mais elle a été victime le jour du 7, son fils aussi, son mari également, dans des conditions encore une fois rocambolesques. Elle dit, à un moment, à force d'entendre, je me suis demandé si j'étais réellement victime et si quelque part je n'étais pas coupable de tout ce qui nous était arrivé parce que nous vivions proches de la frontière. Vous me posez la question, qu'est-ce que j'aurais à leur dire? Je vous la retourne. Qu'est-ce que eux auraient à dire à Eva aujourd'hui? Est-ce que la promesse de l'État refuge fonctionne encore? C'est un État en guerre et donc il y a quand même une insécurité. En France, c'est pas la même chose. On a l'impression que l'ennemi peut être son voisin quelque part, que l'antisémitisme s'est rendu jusque dans les foyers. Je pense, et je suis même convaincue, que vous ne pouvez pas être pro-palestinien et soutenir le Hamas. Considérer que le Hamas est une organisation de résistance
en faveur du peuple palestinien. C'est un oxymore. C'est triste parce que c'est les mêmes qui nous disent qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises victimes. Et il y a un décalage entre le discours, entre ce qui est affiché et ce qui se passe réellement.